Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait de prologue, suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaites pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. L'examen de français niveau baccalauréat, texte extrait d'Antigone de Jean Anouilh, page 99 et 100. Je répète, page 99 et 100 du roman Antigone. Le texte de ces deux pages, je lis le texte. Crayon crie soudain, garde. Les gardes apparaissent aussitôt. Crayon, emmenez-la. Emmenez-la. Antigone, dans un grand cri soulagé. Enfin, Crayon, les gardes se jettent sur elle et l'emmènent. Ismène sort en criant derrière elle. Ismène, Antigone, Antigone. Crayon est resté seul. Le chœur entre et va à lui. Le chœur, tu es fou, Crayon. Qu'as-tu fait, Crayon? Qui regarde au loin devant lui. Il fallait qu'il meure. Le chœur, ne laisse pas mourir Antigone, criant. Nous allons tout porter cette plaie au côté. Pendant des siècles, criant, c'est elle qui voulait mourir. Aucun de nous n'était assez fort pour la décider à vivre. Je le comprends maintenant. Antigone était faite pour être morte. Elle-même ne le savait. Peut-être pas, mais Polynice n'était qu'un prétexte. Quand elle a dû y renoncer, elle a trouvé autre chose tout de suite. Ce qui importait pour elle, c'était de refuser et de mourir. Le chœur, c'est une enfant, criant. Criant, que veux-tu que je fasse pour elle? La condamner à vivre? Aimant entre en criant, Père! Criant, court à lui, rembrasse. Oublie-la, aimant, oublie-la, mon petit. Aimant, es-tu fou, Père? Lâche-moi. Maintenant, on passe aux questions de compréhension. Première question. Où Crayon ordonne-t-il aux gardes d'emmener Antigone et pourquoi? Question 1. Où Crayon ordonne-t-il aux gardes d'emmener Antigone et pourquoi? La réponse. Crayon ordonne aux gardes d'emmener Antigone au tombeau, car elle a désobéi à son édit en donnant une sépulture à son frère Polynice. Question 2. Comment Antigone réagit-elle aux explications de Crayon sur les raisons de son acte? Question 2. Comment Antigone réagit-elle aux explications de Crayon sur les raisons de son acte? La réponse. Antigone rejette les raisons de Crayon, affirmant qu'elle n'a pas besoin de toutes ces justifications et qu'elle a agi selon sa propre conscience. Question 3. Quelle est la relation entre Aimon et Antigone? Question 3. Quelle est la relation entre Aimon et Antigone? La réponse. Aimon est le fiancé d'Antigone. Question 4. Pourquoi Aimon rejoint-il Antigone malgré les avertissements de Crayon? Je répète la question 4. Pourquoi Aimon rejoint-il Antigone malgré les avertissements de Crayon? La réponse. Aimon rejoint Antigone parce qu'il ne peut pas vivre sans elle et qu'il croit qu'Antigone a raison. Question 5.
Quel argument Créon utilise-t-il pour convaincre Émone d'oublier Antigone? Question 5. Quel argument Créon utilise-t-il pour convaincre Émone d'oublier Antigone? La réponse: Créon essaie de convaincre Émone qu'elle est jeune, qu'elle a toute la vie devant lui et qu'il finira par oublier Antigone et trouver la bonne heure, et trouver le bonheur ailleurs. Maintenant, on passe aux questions d'analyse et de langue. Question 1. Identifier et expliquer la figure de style dans la phrase suivante. Tu voulais te faire admirer, toi, la maigre, la noiraude, l'enfant perdu, qui n'a jamais su s'y prendre devant la belle Ismène, et qui, tout d'un coup, crachait à la figure du monde. Question 1. Identifier et expliquer la figure de style dans la phrase suivante. Qui voulait te faire admirer, toi, la maigre, la noiraude, l'enfant perdu, qui n'a jamais su s'y prendre devant la belle Ismène, et qui, tout d'un coup, crachait à la figure du monde. La réponse: il s'agit d'une accumulation, d'une métaphore. L'accumulation, la maigre, la noiraude, l'enfant perdu, insiste sur le portrait défavorable qu'a Créon d'Antigone. La métaphore crachait à la figure du monde illustre son acte de rébellion comme un affront direct et l'autorité aux conventions sociales. Question 2. Analysez le champ lexical de l'autorité et du pouvoir dans les répliques de Créon. Donnez des exemples. Question 2. Analysez le champ lexical de l'autorité et du pouvoir dans les répliques de Créon. Donnez des exemples. La réponse: le champ lexical de l'autorité et du pouvoir est présent à travers des mots comme commande, se faire obéir, c'est interdit. Ces termes soulignent la volonté de Créon de maintenir l'ordre et de faire respecter ses décisions. La question numéro 3. Quel niveau de langue est utilisé dans les échanges entre Créon et les gardes? Justifiez votre réponse avec des exemples. Question 3. Quel niveau de langue est utilisé dans les échanges entre Créon et les gardes? Justifiez votre réponse avec des exemples. La réponse: le niveau de langue utilisé entre Créon et les gardes est courant, voire familier par moment. Par exemple, l'huissier utilise un langage simple et direct. Question 4. Comment la didascalie soudain au début du texte influe-t-elle l'interprétation de la scène? Question 4. Comment la didascalie soudain au début du texte influe-t-elle l'interprétation de la scène? Réponse: la didascalie soudain indique une montée de tension et de colère chez Créon, signalant un point de rupture dans la confrontation avec Antigone et précipitant les événements. Question 5. Expliquez l'importance du mot non. Dans la réplique d'Antigone, moi je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas et je suis seul juge. Question 5. Expliquez l'importance du mot non. Dans la réplique d'Antigone, moi je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas et je suis seul juge. La réponse: le mot non symbolise la résistance et l'indépendance d'Antigone. Elle représente sa capacité à rejeter les compromis, à affirmer sa propre volonté même face à la mort. Question 6. Identifiez le registre littéraire dominant dans cet extrait. Justifiez votre réponse. Question 6. Identifiez le registre littéraire dominant dans cet extrait. Justifiez votre réponse. La réponse: le registre dominant est tragique. La confrontation entre Antigone et Créon
Le destin funeste d'Antigone et le conflit insoluble entre les valeurs des personnages contribuent à créer une atmosphère de fatalité et de désespoir. Question 7. Question 7. Quelle est la fonction de la question rhétorique posée par Antigone? Est-ce que vous croyez que si vous n'étiez pas là à dire c'est interdit, personne ne l'aurait jamais pensé? Question 7. Quelle est la fonction de la question rhétorique posée par Antigone? Est-ce que vous croyez que si vous n'étiez pas là à dire c'est interdit, personne ne l'aurait jamais pensé? La réponse. Cette question rhétorique vise à remettre en question la légitimité de l'autorité de Créon. Antigone suggère que les lois de Créon ne sont pas fondées sur une morale universelle, mais sur son propre désir de pouvoir. Question numéro 8. Comment l'emploi du futur simple dans la réplique de Créon? Tu seras heureux. Je te le jure, bientôt tu auras oublié tout cela. Révèle-t-il sa vision du bonheur? Question 8. Comment l'emploi du futur simple dans la réplique de Créon? Tu seras heureux et je te le jure, bientôt tu auras oublié tout cela. Révèle-t-il sa vision du bonheur? La réponse. L'emploi du futur simple suggère une vision du bonheur comme un état passif et inévitable. Créon pense que le temps effacera la douleur de l'aimant et qu'il trouvera automatiquement le bonheur sans effort ni choix personnel. Question numéro 9. Analysez l'oxymore pauvre Créon utilisé par Antigone. Quel effet produit-il? Question 9. Analysez l'oxymore pauvre Créon utilisé par Antigone. Quel effet produit-il? La réponse. L'oxymore pauvre Créon exprime un mélange de compassion et de mépris. Antigone reconnaît la souffrance de Créon, mais elle souligne également son enfermement dans son rôle de tyran. La question numéro 10 est expliquer comment le dialogue théâtral met en évidence les conflits de valeurs entre les personnages. Question 10. Expliquer comment le dialogue théâtral met en évidence les conflits de valeurs entre les personnages. La réponse. Le dialogue théâtral révèle un conflit profond entre la loi humaine, Créon, représenté par Créon, et la loi morale, représentée par Antigone, entre le bonheur personnel, Créon, et la fidélité à ses convictions, Antigone, et entre la raison d'État, Créon, et l'amour familial, Antigone. Maintenant, passe à la production écrite. Je lis le sujet. Antigone dit à Créon, moi, je peux dire non, encore à tout ce que je n'aime pas, et je suis seul juge. Dans quelle mesure cette affirmation reflète-t-elle une vision de la liberté individuelle? Je répète le sujet. Antigone dit à Créon, moi, je peux dire non, encore à tout ce que je n'aime pas, et je suis seul juge. Dans quelle mesure cette affirmation reflète-t-elle une vision de la liberté individuelle? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif en vous appuyant sur des exemples précis tirés de la pièce et de votre expérience personnelle. Les critères de correction, la conformité à la consigne, la cohérence à l'argumentation, la structure du texte, la correction de la langue, mise en page et ponctuation.
Passons maintenant à la correction de la production écrite. Antigone, figure emblématique de la tragédie grecque, défie l'autorité de Créon en revendiquant le droit de dire non à ce qu'elle n'aime pas, affirmant ainsi sa liberté individuelle. Cette déclaration soulève une question fondamentale. Dans quelle mesure l'attitude d'Antigone reflète-t-il une vision de la liberté individuelle et comment cette vision se manifeste-t-elle à travers ses actions et ses convictions? Dans un premier temps, il convient d'analyser comment la pièce de Jean Anouilh met en scène cette conception de la liberté individuelle. Ensuite, il sera pertinent d'examiner comment cette vision résonne avec des exemples concrets tirés de l'expérience personnelle, mettant ainsi d'enrichir la réflexion sur la portée et les limites de cette affirmation. Antigone incarne une vision radicale de la liberté individuelle fondée sur la primauté de la conscience et la capacité de résistance face à l'injustice. Plusieurs éléments de la pièce illustrent cette conception. Le refus de se soumettre à une loi jugée injuste. Antigone s'oppose ouvertement à l'édit de Créon, interdisant d'enterrer son frère Polynice, considérant cette loi comme une violation des valeurs morales et familiales. Ce faisant, elle affirme que la liberté individuelle implique le droit de désobéir aux lois qui heurtent la conscience. Affirmation de la solitude et de la responsabilité individuelle. Antigone assume pleinement les conséquences de ses actes, même si cela signifie la mort. Elle rejette les compromis et les justifications, préférant rester fidèle à ses convictions, quitte à se dresser seule contre le monde. Elle proclame: moi je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas et je suis seul juge. Le rejet du bonheur convenu et des compromissions. Antigone refuse le bonheur que Créon lui propose, un bonheur basé sur le renoncement à ses idéaux et l'acceptation d'un ordre injuste. Elle aspire à une liberté totale et intransigeante qu'elle juge incompatible avec les compromis nécessaires à la vie en société. Cette vision de la liberté individuelle, bien que noble et inspirante, peut entraîner excessive et irréaliste. L'expérience personnelle montre que la liberté individuelle ne saurait être absolue, car elle doit nécessairement composer avec les contraintes de la vie collective et le respect des droits d'autrui. La nécessité de concilier liberté individuelle et intérêt général. Dans une société démocratique, la liberté de chacun est limitée par la loi, qui vise à garantir le bien-être de tous. Antigone, en défiant ouvertement l'autorité de Créon, met en péril la stabilité de la cité et l'ordre public. Les risques de l'isolement et de l'intolérance. L'attitude intransigeante d'Antigone peut conduire à l'isolement et au rejet de toute forme de dialogue, en se considérant comme le seul juge de ses actes.
elle risque de tomber dans l'intolérance et le mépris de ceux qui ne partagent pas ses convictions. L'importance de compromis et de la négociation. La vie en société exige des compromis et des concessions mutuelles. Antigone, en refusant toute forme de compromis, se condamne à l'échec et à la mort. Conclusion. La déclaration d'Antigone reflète une vision idéaliste et radicale de la liberté individuelle fondée sur la primauté de la conscience et la capacité de résistance face à l'injustice. Si cette vision peut inspirer un engagement moral et une lutte contre l'oppression, elle doit néanmoins être nuancée par la prise en compte des réalités de la vie collective et la nécessité de concilier liberté individuelle et intérêt général. Une conception équilibrée de la liberté individuelle implique donc à la fois la capacité de dire non et ce que l'on juge injuste et la volonté de construire un monde plus juste et plus harmonieux par le dialogue et le compromis. C'est fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne éducative.